J'ai ensuite complètement changé de style puisque j'ai lu un essai qui s'appelle Les Libérateurs de l'Irlande, 8 siècles de lutte. C'est écrit par Jean-Luc Catassin et c'est publié aux éditions Vendémiaire. J'ai reçu et lu ce livre grâce à l'opération Masse Critique de Babelio d'il y a quelques mois et j'en suis vraiment ravie. Comme vous le savez, l'histoire de l'Irlande, c'est une histoire qui me passionne. J'ai déjà lu plusieurs livres à ce sujet, plusieurs essais, mais je n'étais jamais vraiment allée du côté politique de la chose. Avec Les Libérateurs de l'Irlande, Jean-Luc Catassin nous propose une vision un petit peu élargie de la situation politique de l'Irlande. Son point de départ, ce sont les Pâques sanglantes de 1916. Ce moment où des rebelles irlandais ont proclamé la République d'Irlande à Dublin. Si cet événement s'appelle les Pâques sanglantes, c'est évidemment qu'il y a eu une réplique de la part des Anglais qui ne se sont pas laissés faire. Il y a eu énormément de civils tués à ce moment-là, et on comprend grâce au travail de Jean-Luc Catassin, la population et notamment les Dublinois, étaient vraiment contre la rébellion de ces républicains irlandais. On le comprend aussi au fil des pages, c'est à cause de la réplique des Anglais que le peuple irlandais s'est finalement rangé derrière ces républicains. Pourquoi? Parce qu'après ces Pâques sanglantes, les Anglais ont mis en place des procès un petit peu expéditifs, un petit peu beaucoup expéditifs, et ont fusillé à tour de bras les coupables. Au début du mois de mai, plusieurs rebelles irlandais ont donc été fusillés, notamment un que l'on a achevé assis sur une chaise puisqu'il était blessé. Il ne pouvait même pas se tenir debout pour son exécution. En apprenant ça, le peuple irlandais a grondé et s'est finalement rangé derrière ces rebelles qui ont été exécutés, qui sont devenus des figures mythiques, des martyrs. Donc Jean-Luc Catassin part de cet événement-là et nous explique que même si c'est cette révolution que l'on garde en tête quand on parle de rébellion irlandaise, tout a commencé bien avant en Irlande. Il revient donc sur les siècles qui ont précédé le mois d'avril 1916, nous raconte beaucoup d'anecdotes. Il revient évidemment sur l'épisode de la grande famine en Irlande au milieu du 19e siècle, et puis il avance dans le temps jusqu'à nos jours quasiment, avec tout ce qui s'est passé au 20e siècle. C'est un essai qui est bourré de références, hyper documenté, c'est un peu dense, mais l'auteur réussit à rendre tout ça accessible. Alors oui, vous serez peut-être un petit peu perdu dans tous ces noms d'associations, de partis politiques qui ont existé en Irlande. Toutes ces divisions, subdivisions, c'est un petit peu compliqué, mais on a le fil principal et on ne le perd pas, et c'est bien le principal justement. C'est certes un essai qui est très dense, très documenté, mais c'est aussi un essai que j'ai trouvé assez touchant. Ce n'est pas juste un exposé très scientifique, très historique des faits. Je trouve qu'on a aussi pas mal d'émotions. Alors peut-être que ça vient de mon histoire personnelle et de mon amour pour l'Irlande, donc j'ai été forcément plus touchée par tout ce que j'ai pu découvrir et redécouvrir entre ces pages, mais je pense que même des lecteurs qui ne sont pas forcément très attachés à ce pays ne pourront être qu'émus, que touchés par ce que raconte Jean-Luc Catassin dans cet ouvrage. Vraiment un beau livre que je vous conseille, que vous soyez complètement novice en histoire, en politique irlandaise, ou au contraire que vous ayez envie de développer un petit peu vos connaissances sur le sujet. Après cet essai un petit peu riche, j'avais envie de quelque chose de très léger. En plus j'étais dans une période de ma vie personnelle où j'avais pas mal de soucis et j'avais vraiment envie de me vider la tête avec un truc très simple et très détente. J'ai donc regardé sur ma liseuse et j'ai trouvé le deuxième tome de 50 nuances de Grey de E.L. James. Je me suis dit, alors là, j'ai pas besoin de réfléchir, je peux y aller, ça devrait me détendre. En fait, j'avais oublié à quel point j'avais pas aimé le premier tome, et au final, ce deuxième tome, ça n'a pas du tout été de la détente. J'ai mis 15 jours à en venir à bout. J'ai cru que je n'allais jamais réussir à tourner la dernière page. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un énorme pavé. Alors forcément, on ne le voit pas sur la liseuse, mais il me semble que sur les grands formats papier, chez J.C. Lattès, je crois, ce sont des livres, enfin, le deuxième tome fait quasiment 800 pages. Et là en fait je me rends compte que c'est vraiment un énorme pavé. Alors vous vous dites 800 pages, mais si c'est détente, si c'est bien, si c'est plaisir, ça se lit super vite. Bah moi ça n'a pas du tout été détente, plaisir, ça a été une horreur à lire, mais comme je vous le disais dans la dernière partie de la foire aux questions, je suis absolument incapable d'abandonner un livre en cours de route, donc il a fallu que j'aille au bout, même si je lisais un petit peu en diagonale, même si j'étais pas forcément hyper concentrée, j'ai quand même dû aller jusqu'au bout de cette histoire. En fait, dans ce deuxième tome, il ne se passe rien. Déjà, il ne se passait rien dans le premier tome, mais là, on a quasiment 800 pages de zéro nada. On suit à nouveau l'héroïne qui s'appelle Anastasia, surnommée Anna, et son très grand, très beau, très riche, très fort amoureux qui s'appelle Christian Grey. Et en fait, on se rend compte que ces deux-là passent leur journée à s'envoyer en l'air, au propre comme au figuré. C'est quand même beau la vie de riche, puisque même pas besoin de travailler. Et les occupations se résument à aller à des bals de charité, voler en hélicoptère, faire du voilier,
Voilà. Anastasia essaye quand même de rester un tout petit peu indépendante, elle essaye de travailler, sauf que son cher amoureux très possessif et très dominant l'empêche régulièrement de travailler. En fait, ils passent leur journée à s'envoyer des mails et des SMS. Je pense que dans la vraie vie, vous faites ça, votre patron vous a vite repéré quand même. Bon bref, c'est de la fiction. Et puis quand le patron d'Anastasia essaye de lui faire un petit peu des avances, alors là encore niveau crédibilité, il n'y en a pas, puisque quand même on parle d'une jeune femme qui a plus de la vingtaine, qui n'était jamais sortie avec un mec avant, n'avait jamais attiré aucun regard, ou en tout cas elle s'en rendait pas compte. Et puis là, depuis 3 ou 4 semaines qu'elle sort avec Christian Grey, ça y est, hein, tous les mecs sont à ses pieds, c'est la bombasse du quartier. Donc son patron évidemment lui fait la cour, enfin en tout cas lui fait des avances pas forcément très discrètes, et comme Christian, comme je vous le disais, est un dominant très susceptible, très possessif, et comme il est surtout plein de fric, il va couper les vivres au patron et il va finir par le faire envoyer, évidemment, puisque monsieur a tous les pouvoirs. Alors cette histoire manque de crédibilité, mais bon, ça quand on lit des romances, franchement la crédibilité, on s'en fiche un petit peu, donc ça peut passer. C'est mal écrit, bon. Je lis la traduction française, peut-être que le texte en version originale est mieux écrit, je laisse le bénéfice du doute, mais en fait, je ne comprends pas ce qui plaît dans cette histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qui ne me fait absolument pas rêver, personnellement, et j'arrive pas à comprendre comment on peut trouver cette histoire d'amour émouvante, intéressante, et comment on peut s'y projeter. Alors je peux complètement concevoir les relations SM dans le cadre de la sexualité. Par contre, que ce côté dominant-dominé transparaisse dans tout le quotidien, dans tout le reste de la vie, pour moi c'est malsain, c'est complètement inconcevable. Qu'il y ait un dominé-dominant quand on est dans la chambre, au lit ou dans la salle de jeu, enfin, bref, où vous voulez, mais quand ça a trait aux relations sexuelles, ok, là je comprends. Par contre, qu'une femme, ou qu'un homme d'ailleurs, hein, accepte cette relation dominant-dominé dans tous les aspects de sa vie quotidienne, j'arrive pas à comprendre comment on peut rêver de ça, comment on peut l'accepter. Pour moi ça relève du harcèlement et carrément de la violence conjugale quasiment. Hein. Imaginez-vous, vous êtes avec un type, alors ok il est beau, il est riche, il est grand, il a c'est le prince charmant, mais à côté de ça, le mec, il vous harcèle tout le temps de SMS pour savoir ce que vous faites, avec qui vous êtes, est-ce que vous avez mangé, est-ce que t'as pris ta douche, enfin bon, tout le temps, toute la journée. Il vous empêche d'être avec vos amis, surtout quand ce sont des amis masculins, donc vous n'avez pas le droit de sortir sans demander la permission. Si vous le faites, bonjour la crise d'hystérie derrière. Limite, vous ne pouvez pas vous habiller comme vous voulez, vous ne pouvez pas manger ce que vous voulez, vous ne pouvez pas aller où vous voulez. Mais il y a zéro liberté, c'est une prison cette relation, et je ne comprends pas comment on peut rêver d'être avec un type complètement psychopathe, hein, parce que c'est ça, Christian Grey, il est complètement psychopathe. Hein. Voilà, il a beau être beau, riche, tout ce que vous voulez, et pouvoir vous offrir tout ce que vous voulez, le gars il vous tient en laisse, c'est le cas de le dire, et voilà, vous êtes emprisonné et c'est foutu. Anna, c'est sa première relation amoureuse, elle est jeune, elle a vécu que ça, elle est hyper amoureuse de Christian, donc on a l'impression qu'elle accepte tout. Alors oui, elle résiste un tout petit peu quand même de temps en temps, mais au final elle accepte, et on se retrouve quand même, et là je vous spoil, dans un deuxième tome où les deux héros se connaissent depuis 4 ou 5 semaines je crois, et ils vont se marier, elle a accepté. Je trouve ça, waouh. Alors les relations passionnelles, intenses et tout, j'adhère, mais alors dès que c'est une relation qui entrave les libertés de l'un ou de l'autre, no way, c'est pas possible. Donc je ne comprends pas pourquoi cette histoire, cette romance fait absolument rêver autant de jeunes femmes. Si vous avez lu et aimé 50 nuances de Grey, mais expliquez-moi ce qui vous fait rêver dans cette relation. Même si j'essaye de mettre de côté mon ressenti, mon passé amoureux, mes expériences personnelles qui font que j'ai une idée très précise des relations amoureuses, etc. Même si j'essaye d'être objective, je n'arrive pas à comprendre ce qu'on peut aimer, ce
qui peut nous faire rêver dans cette relation? Allez-y, expliquez-moi, je suis très curieuse d'en savoir plus. Dernier livre lu, et alors là on part du côté des classiques, d'une valeur sûre, j'ai enfin découvert La Plume de Jules Verne, puisque j'ai lu Voyage au centre de la Terre, que moi je possède dans une ancienne version du livre de poche, mais que pour l'occasion j'ai lu sur ma liseuse. Alors je n'ai jamais lu Jules Verne, et Voyage au centre de la Terre, je n'avais que quelques bribes de résumé, mais au final je ne connaissais pas du tout l'histoire. J'ai été hyper surprise et hyper emballée par le début de ma lecture. Je trouvais ça hyper bien écrit, agréable à lire, fluide, immersif et super moderne comparé à l'époque d'écriture. Et puis c'est quand même une intrigue qui se passe au 19e siècle, donc ça peut toujours faire un petit peu peur. Les classiques, on se dit oh, on va rien comprendre, il va y avoir des mots compliqués, des tournures de phrases un petit peu alambiquées, mais là pas du tout. Hyper agréable à lire, vraiment super bien. En plus l'intrigue, mais j'étais comme une gamine, vraiment je tournais les pages super vite, j'avais envie de découvrir la suite de l'histoire. Alors au final, avec en plus quelques jours de recul, je me rends compte que sans être déçue, j'aurais aimé que Jules Verne aille encore plus loin, que le voyage continue encore un petit peu au centre de la Terre, qu'on découvre plus de choses extraordinaires. Et paradoxalement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de choses assez too much. Alors je vais peut-être vous spoiler un petit peu, mais par exemple, à la fin, les 3 membres de l'expédition remontent à la surface de la Terre d'une façon un petit peu particulière. Et enfin je pense pas que ce soit possible, c'est pas du tout crédible et ouais ça fait un petit peu too much quand même. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que j'en ai pas trop dit pour ceux qui l'ont pas lu et qui ont envie de le découvrir, mais voilà, il y a certains éléments, je veux bien que ce soit de la fiction, mais quand même on n'est pas non plus dans un univers fantasy, donc tout n'est pas permis, on est quand même dans une histoire assez classique, dans un roman qui se veut plutôt réaliste, avec un côté très scientifique, tout ce qui est géologie, découverte, paléontologie, tout ça. Encore une fois on est dans la fiction, mais c'est ce qui est assez bizarre en fait dans ce roman, c'est qu'on a des côtés très scientifiques, très réalistes, très documentés, et vraiment qui sont tirés de la réalité, donc voilà, ça pourrait être presque un fait divers que Jules Verne nous raconte là, et à côté de ça, on a des éléments complètement abracadabrantesques qui voilà, qui relève carrément du fantastique, du surnaturel presque, hein, on a envie de dire. Pour vous raconter un tout petit peu l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas, comme moi, avant d'ouvrir ce livre, l'histoire prend donc place au 19e siècle en Allemagne. On suit un professeur émérite et son neveu qui est un petit peu son assistant, son apprenti. C'est un professeur qui est spécialiste de géologie et de minéraux. Un jour, il va tomber sur un document crypté et grâce à l'aide de son neveu, il va réussir à décrypter ce document. En fait, on se rend compte que c'est un document qui a plusieurs siècles, qui a été écrit par un explorateur qui explique qu'il a été au centre de la Terre grâce à un passage à travers un volcan qui se situe en Islande. Donc le professeur, très curieux, vraiment a envie lui aussi de faire ce voyage. Donc avec son neveu, ils partent tous les deux pour l'Islande. Sur place, ils vont trouver des guides, des aides, et ils vont tous descendre à l'intérieur du volcan. Alors je dis tous, au final ils se retrouvent qu'à 3, le professeur, le neveu et leur guide principal, et ils vont commencer à explorer le volcan. Donc il y a quand même pas mal de pages qui racontent, qui décrivent cette exploration du volcan, avec tout ce que les personnages découvrent sous terre. Donc c'est assez intéressant, on a envie d'en savoir plus, on a envie de continuer, d'aller plus vite dans les galeries, d'aller voir ce qu'il y a au centre de la Terre. Et voilà, je vous en dis pas plus, c'est l'histoire d'une exploration. Et si vous êtes un petit peu curieux comme moi, si vous avez un petit peu l'âme scientifique, l'âme archéologique, je pense que c'est une histoire qui pourra vous séduire. Et encore une fois, La Plume est super abordable, n'ayez pas peur de ça, vraiment. Je vous souhaite de très bonnes vacances, un très bel été, de très belles lectures, et je vous dis à très bientôt, certainement pour une autre vidéo tournée sur mon lieu de vacances. Ce sera certainement un book haul, puisque j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter. Et puis peut-être que dans quelques semaines je vous ferai une vidéo un peu plus blabla, un peu plus posée, un peu plus détente, pour vous raconter un petit peu ce que je deviens, puisque là j'amorce un changement de vie total. Je change de ville complètement, alors que j'ai vécu 11 ans à Lyon, je déménage complètement et j'essaye de trouver un appartement ou une maison sur Clermont. Donc j'espère que dans quelques semaines j'aurai
un petit nid douillet dans lequel je me sentirais bien et que je pourrais vous faire visiter. Et puis après un contrat de 3 ans, un CDD de 3 ans à Lyon, mon contrat arrive à terme et donc là voilà, à partir du 1er septembre je serai certainement au chômage, ou en tout cas je cherche un nouveau travail. Donc si vous avez des pistes dans le monde du livre autour de Clermont-Ferrand et autour de Clermont-Ferrand, librairie, bibliothèque, édition, culture, animation, tout ça, pensez à moi, je suis en recherche et j'aimerais bien trouver quand même assez rapidement. Bref, c'est une période de gros changements dans ma vie. J'ai aussi envie d'apporter quelques changements sur le blog et sur la chaîne YouTube. Si je suis au chômage, j'aurai certainement beaucoup plus d'heures devant moi pour faire de nouvelles choses et j'ai énormément de nouvelles idées pour animer un petit peu le blog et cette chaîne YouTube, donc je reviendrai très certainement très vite avec quelques infos, quelques nouvelles à vous apporter, et je pense même qu'on commencera la rentrée de septembre avec un beau concours pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre. On est quasiment 3000 sur la page Facebook, on est quasiment 3000 ici, on est plus de 4000 sur Twitter et bientôt 1000 sur Instagram, donc c'est génial, c'est incroyable et je vous remercie 1000 fois, merci, merci, merci. Je vous dis à très très vite, j'espère avec de très bonnes nouvelles, en tout cas beaucoup de changements. À très bientôt, belle lecture, salut!